Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois ici au Centre culturel francophone du Rwanda, à Kigali. Et nous avons le plaisir de recevoir un grand nom de l'écriture du continent africain et du monde. Et il est l'un des écrivains les plus inventifs et admirés sur la scène littéraire francophone africaine. Né en 1990 au Sénégal, il vit en France et publie 4 romans, Terre Sainte, prix Amadou Kourona et Grand Prix du roman Métis. Et puis il y a eu Silence du cœur, prix littéraire Monde, Étonnant voyageur en 2018. Il reçoit le prix Goncourt, l'un des plus prestigieux au monde, en 2021, pour son roman La plus secrète mémoire des hommes. Il est le premier écrivain subsaharien à recevoir ce prix. Bienvenue à vous, Mohamed Bogar Sarr. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent. Je suis très heureux d'être là tout simplement au Rwanda pour la première fois. On était heureux au Rwanda de suivre cet événement en 2021. C'était en plein Covid. Mais bon, grâce à la télé, on suivait de près cet événement et voir le premier Africain à recevoir le prix Goncourt, c'était pour nous une fierté en tant qu'Africains. Et vous qui étiez au Sénégal ou en France en ce moment-là, comment avez-vous ressenti en recevant ce prix? Alors c'est un prix que j'ai reçu avec beaucoup d'émotion évidemment. J'ai tout de suite eu une pensée pour ma famille au Sénégal, mes amis, mes enseignants, en tout cas tous ceux qui m'ont accompagné sur le chemin de l'écriture. Et immédiatement après, j'ai aussi pensé vraiment à tous les jeunes Africains, à tous les Africains de façon plus générale, qui ont un intérêt pour la littérature, même s'il est lointain parfois, mais en tout cas qui peuvent s'identifier, se projeter dans les œuvres qui sont écrites par des écrivains africains, même s'ils ne sont pas de la même nationalité qu'eux, etc. Donc j'étais très heureux de l'avoir et comme je le dis toujours, je partage vraiment ce prix avec toute personne qui pense s'y reconnaître, qui pense y avoir une certaine part symbolique ou qui pense avoir une sorte de solidarité historique avec ce prix-là. Mais je l'ai reçu vraiment avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie, d'émotion, mais aussi un peu de peur parce que c'est un prix qui est très, très prestigieux, très écrasant parfois, et vous savez tout de suite que votre vie est en train de basculer vers une chose un peu inconnue. Et que vous savez que pendant 1 an, 2 ans, vous n'allez plus avoir le temps d'écrire puisque vous allez voyager un peu partout. Mais c'est aussi une joie de voyager, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis là, puisqu'on rencontre de nouveaux lecteurs, de nouveaux pays, et que les échanges sont tout à fait féconds. Mais c'est vrai que ça aussi, le prix Goncourt a toujours un côté tempête, un peu côté tourbillon, qui vous avale et qui vous broie comme dans la lessiveuse d'une machine. Mais au fond, c'est très beau et je suis vraiment heureux que ce prix m'ait aussi mené ici, à Kigali. La plus secrète mémoire des hommes, c'est un livre passionnant. Est-ce que vous pouvez résumer un tout petit peu pour le public rwandais ce livre? L'auteur lui-même, on pense souvent que les auteurs sont les mieux placés pour résumer leurs livres, mais je pense que c'est tout à fait l'inverse. Alors, pour le dire de façon très simple, la plus secrète mémoire des hommes est l'histoire d'une quête littéraire. Cette quête littéraire est menée par un jeune écrivain qui vit à Paris à la fin des années 2010 et qui découvre un jour un livre mythique qui a paru 80 ans avant, en 1938. Ce livre a été écrit par un autre écrivain africain qui, après la publication, a disparu à la suite d'un scandale littéraire. Et donc pendant 80 ans, on n'a plus eu de ces nouvelles. Et ce jeune écrivain, en 2018, se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais le chercher. Donc je vais mener une enquête à travers le temps, puisqu'il enquête un peu à rebours pour voir ce qui s'est passé, mais aussi dans l'espace, puisqu'il se déplace à travers plusieurs continents pour essayer d'aller à la rencontre
de cette figure un peu mythique qui ressemble à la fois à un fantôme, mais on sait qu'il a vraiment existé. Mais alors pourquoi a-t-il vraiment disparu? Où a-t-il disparu? A-t-il arrêté d'écrire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc le roman raconte un peu cette quête-là qui est faite par le jeune écrivain qui rencontre plusieurs figures qui ont soit rencontré ce personnage-là mythique de l'écrivain qui a publié en 1938, soit ont cru le rencontrer. Et donc le roman avance un peu par aller et retour entre le présent et le passé. Mais au fond, c'est l'histoire d'un jeune écrivain qui se cherche une voie dans l'écriture et qui trouve dans cet écrivain un peu légendaire une figure qui est à la fois un modèle, un exemple, pour lui indiquer s'il doit ou non s'engager véritablement dans la littérature. Donc pour le dire très simplement, c'est une quête poétique, une enquête historique, une enquête littéraire dans le temps, dans l'espace, entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique latine. Beaucoup de jeunes au Rwanda ou en Afrique veulent écrire. Ils ont la passion de l'écriture. Ils n'ont pas le courage de se lancer. Vous, vous êtes jeune, vous avez eu la consécration à un âge vraiment assez jeune. Quel message pouvez-vous transmettre à ces jeunes? Derrière leur pupitre, derrière leur petite maison, ils écrivent, mais ils ont encore peur. Je leur dirais que c'est normal d'avoir peur, de ne pas se sentir légitime quand on est jeune et qu'on ne sait pas tellement comment faire pour entrer dans ce monde de l'écriture, de l'édition. Ce que je leur dirais, c'est d'abord d'être patient, de prendre le temps de se former véritablement. C'est-à-dire que l'envie d'écrire est un préalable, le désir d'écrire est tout à fait fondamental, mais il doit se doubler de la formation qui consiste à lire d'abord beaucoup. Il n'y a pas d'école pour l'écriture, c'est-à-dire que personne ne pourra vous apprendre à écrire. Mais ce qu'il y a, ce sont des écrivains qui ont écrit avant vous et qui vous donnent peut-être un certain nombre d'indications pour former votre sensibilité littéraire, savoir ce que vous devez écrire. Et ça prend beaucoup de temps. Avant d'écrire, même si j'ai commencé à publier assez jeune, j'ai passé de longues années à lire, mais vraiment sans autre but que d'accumuler comme ça une culture littéraire, un savoir littéraire et une envie de connaître le maximum d'écrivains possibles du monde entier. Et c'est le conseil que je donne toujours aux jeunes écrivains qui viennent vers moi ou qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour publier. Je leur dis d'abord, avant de publier, lisez. Avant d'écrire, lisez, prenez le temps de vous former. Et ensuite, petit à petit, commencez à tenter votre chance à travers des concours, à travers des revues, à travers l'ouverture d'un blog sur Internet. En tout cas, un espace où vous pouvez vous exprimer et être lu. Autre chose importante, c'est d'avoir aussi des gens de confiance autour de vous. Quand je dis gens de confiance, ce sont des gens qui peuvent vous lire et vous donner un avis le plus objectif possible. Pas pour vous flatter, pour vous dire que tout ce que vous écrivez est génial, est bon et mérite d'être publié, mais des gens qui vous font progresser parce qu'ils ont aussi un regard critique sur ce que vous faites. Donc voilà, c'est ce que je dirais et j'ajouterai pour terminer qu'il faut croire à la littérature. Vraiment, croire que c'est une chose qui existe, croire que c'est une chose qui est importante, qui a une fonction dans la société, qui a une fonction dans l'histoire, et qu'être écrivain, ce n'est pas simplement publier des livres et être hors de la société, se balader un peu partout, innocemment. Ça a aussi un vrai impact. Mais il faut y croire. Il faut croire que ce qu'on fait, que les phrases qu'on écrit ont une valeur pour ceux qui vont les lire et même pour nous-mêmes qui les écrivons. Donc ça a une valeur sociale, mais aussi une valeur existentielle profonde. Et je crois qu'il faut terminer par ça. Au fond, pour tout ce que j'ai dit là pourrait être résumé dans cette formule. Il faut croire en la littérature comme on croit à l'existence des animaux, des arbres, de la terre et des maisons et des amis. Voilà. On vous propose de venir à Kigali, au Rwanda, un pays que vous ne connaissiez pas, et vous dites oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette destination au Rwanda? Eh bien, c'est d'abord le fait que je ne connaissais pas en effet le pays, donc c'est par pure curiosité d'abord. Ensuite, l'invitation m'a été faite par des amis, des écrivains que je connais, des artistes que je connais, que j'ai lus, que j'ai vus, dont je connais le travail.
Je pense notamment évidemment à Carole Karemera, je pense à Dorcy Rugamba, je pense à Beata Oumoubi Meres. Et donc, au fond, c'est un pays que je ne connais pas, mais je connais des gens qui viennent de là et je connais les histoires qui ont été écrites par des Rwandais sur le Rwanda. Ça ne suffit évidemment pas à dire que je connais le pays, mais ça me suffit à dire que je connais à travers la sensibilité de ces personnes-là une partie du Rwanda tel que ces personnes-là l'ont vécu et tentent de le retranscrire dans leur travail. Et ça m'a décidé. Je me suis dit que cette année, par exemple, je veux faire le maximum de rencontres possibles sur le continent africain parce que c'est important. Depuis l'attribution du prix Goncourt, je voyage beaucoup à travers le monde, beaucoup en Europe, en Amérique latine, en Asie, un peu en Afrique, mais j'aimerais faire un peu plus de rencontres ici. Et à chaque fois que l'occasion se présentera et que ce sera possible, je me déplacerai sur le continent africain parce que c'est important d'aller à la rencontre des lecteurs aussi du continent africain. Et j'aime la littérature rwandaise tout simplement et je me dis que les échanges que j'aurai ici seront féconds. Voilà, c'est pour ces raisons-là. Je vais peut-être vous informer qu'au Rwanda, il y a eu un grand Sénégalais qui s'est levé en 1994, un capitaine sénégalais, quand les Nations Unies ont quitté le pays, les Nations Unies ont abandonné les Rwandais, lui s'est levé, il voulait arrêter tout ça. Il a perdu sa vie. Le capitaine Baïgagne, puisque c'est de lui dont j'imagine dont vous parlez, qui est aussi depuis quelques années, qui est une figure aussi au Sénégal. Mais je pense qu'il est paradoxalement beaucoup plus connu ici, parce qu'il a aussi fait un acte profond d'humanisme, de courage, de don de soi, de fraternité, tout à fait exemplaire. C'est vraiment un juste, comme on dit, c'est un héros, véritablement au sens le plus profond. Au Sénégal, depuis quelques années, on commence à mieux le connaître, on commence à parler de lui, parce qu'il est aussi exemplaire pour nous et l'un de ces quelques ponts qu'il y a entre le Sénégal et le Rwanda. Mais peut-être que c'est lui vraiment la figure la plus forte de ce rapport-là. Après, il y a quelques autres des écrivains, par exemple, quelqu'un comme Boubacar Boris Diop, qui a écrit ce magnifique livre remarquable, le Mourambi, le livre des ossements, parle aussi beaucoup de ce capitaine Baïgagne. Donc c'est vrai qu'à travers cette tragédie de 94, il y a eu un certain nombre de figures sénégalaises qui se sont aussi rapprochées un tout petit peu du Rwanda et c'est pour le mieux. Et j'espère que les échanges, les solidarités, culturellement, artistiquement, continueront entre ces deux pays-là. Et en tout cas, je me sens tout à fait fier, en tout cas, de venir du pays de Mbaye qui a laissé sa vie ici finalement, c'est-à-dire qui a fait de ce pays finalement, son pays aussi, et de façon si forte, si belle, qui est un exemple et une leçon pour nous tous. Merci à vous, Mohamed Bougarsar. Je vous informe aussi qu'il y a une importante communauté sénégalaise ici. Comme moi j'ai eu le plaisir de visiter le Sénégal, il y a une grande communauté rwandaise aussi au Sénégal. Ce sont deux peuples qui se sont appréciés tout au long des années, même avant 90. Et donc nous vous souhaitons la bienvenue quand vous voulez au Rwanda. Eh bien, merci beaucoup.